Pour ce quatrième TP, nous allons voir les différentes étapes de la réalisation d'un frottis sanguin, qui sera ensuite observé au microscope photonique. Nous allons donc voir les différents constituants du sang et nous allons parler du rôle de chaque élément. Il nous est tous déjà arrivé de devoir aller faire une prise de sang au laboratoire, que ce soit pour un simple contrôle de routine, pour la surveillance d'une maladie chronique ou pour chercher la cause d'un symptôme ou d'une maladie. L'examen le plus communément prescrit est l'examen NFS. Donc NFS pour numération de la formule sanguine, qu'on appelle aussi hémogramme ou examen hématologique complet. Il consiste en une analyse quantitative, d'où numération, et une analyse qualitative des différents constituants du sang, donc la formule sanguine. On va donc venir déterminer la quantité, le nombre de chaque constituant sanguin. Mais déjà, c'est quoi le sang? Alors le sang est un tissu liquide qui circule dans notre corps grâce aux vaisseaux sanguins. On peut dire que c'est un liquide dans lequel on trouve des cellules en suspension. Pour pouvoir séparer les différents constituants du sang, on procède à une centrifugation du sang après son prélèvement. Pour pas que le sang coagule au contact de l'air, on rajoute dans le tube du prélèvement un anticoagulant. Après centrifugation, les éléments lourds du sang vont se déposer. Donc les éléments lourds, c'est les cellules, ou ce qu'on appelle aussi éléments figurés du sang. Et le surnageant correspond au plasma. Surnageant, c'est ce qui flotte dans un liquide par opposition à ce qui se dépose. Il faut savoir que le plasma comporte le liquide du sang, qui est le sérum, mais aussi une fraction solide qui est représentée par les protéines de coagulation du sang. Concernant les cellules du sang, on trouve les globules rouges, qu'on appelle aussi hématies. Dans hématie, héma veut dire sang. On peut les appeler aussi érythrocytes. Déjà, quand on voit le suffixe cyte, ça veut dire qu'on parle d'une cellule. Et érythro ici veut dire rouge, donc cellule rouge. On a aussi les globules blancs, qu'on appelle leucocytes. Leuco, ça veut dire blanc, donc cellules blanches. On voit que les globules blancs présentent différentes morphologies. On détaillera un peu plus tard chaque type. Et on a aussi les plaquettes qui jouent un rôle très important dans la coagulation du sang. En effet, les plaquettes déclenchent la coagulation du sang lors d'une lésion vasculaire. D'ailleurs, on les appelle aussi thrombocytes. Et en grec, thrombo veut dire faire coaguler. Donc les thrombocytes sont des cellules qui font coaguler le sang. Pour revenir à l'examen NFS ou l'examen hématologique complet, il faut savoir qu'au laboratoire d'analyse, cet examen, qui est l'analyse quantitative et qualitative des constituants du sang, est réalisé grâce à un frottis sanguin. Un frottis sanguin, c'est du sang étalé sur une lame de verre dans le but d'observer au microscope photonique les cellules du sang et aussi de les dénombrer. Le frottis sanguin permettra par exemple de faire le comptage des plaquettes. On pourra également déterminer le type de globules blancs présents dans le sang, ainsi que la détermination de leur pourcentage. C'est ce qu'on appelle le différentiel leucocytaire. On peut aussi dépister des anomalies morphologiques des cellules du sang, comme les globules rouges ou les globules blancs. On va venir voir leur taille, leur forme, etc. Et pour faire un bon examen microscopique qui permettra de retirer une grande quantité d'informations, il est nécessaire que le frottis sanguin soit bien préparé. Pour la réalisation du frottis sanguin, il nous faudra donc le tube contenant le spécimen à analyser. Au laboratoire, on avait utilisé du sang de bovin. Il nous faudra aussi des lames de verre et une pipette Pasteur. Pour réaliser le frottis, on dépose une goutte de sang de 3 à 4 mm de diamètre à 1 cm du bord de la lame de verre.
On applique ensuite une autre lame qu'on va placer à un angle de 45 degrés. Cette lame va servir d'étaleur. Et cette lame, on va la placer en avant de la goutte de sang. Sans soulever l'étaleur, on va reculer dans la goutte afin que celle-ci s'étale sur la largeur de la lame, comme ceci. Ensuite, on va glisser la lame inclinée vers l'avant afin d'étaler le frottis sanguin, mais bien sûr sans soulever l'étaleur. À 2 cm de l'extrémité de la lame, on soulève l'étaleur et on aura donc obtenu le frottis sanguin. On laisse ensuite le frottis sécher complètement à l'air libre. Un frottis de qualité aura une apparence homogène. L'étalement doit être homogène pour avoir une couche monocellulaire et non des cellules superposées, ce qui risque de fausser le comptage des cellules. Une fois séché, le frottis doit être fixé afin de conserver toutes les structures cellulaires. Pour ce faire, on trempe le frottis dans un bac contenant de l'éthanol. On laissera agir 1 seconde et on retirera la lame. Et cette opération est à refaire 5 fois. Pour mettre en évidence les cellules, on va procéder à la coloration au MGG pour May-Grunwald-Guillemsa. La coloration MGG est une méthode de coloration utilisée en hématologie pour différencier les cellules du sang lors des préparations cellulaires. Cette coloration repose sur l'action combinée de 2 colorants neutres. Le premier colorant est le May-Grunwald et le deuxième est le Guillemsa. Pour le protocole de coloration du sang de bovin, on prépare 8 bacs dans lesquels nous allons tremper le frottis sanguin. Le premier bac contiendra de l'éthanol qui sera nécessaire à la fixation du frottis. Dans le deuxième bac, on mettra du May-Grunwald pur. Dans le troisième, on mettra du May-Grunwald dilué à 50% en eau tamponnée. Dans le quatrième et le cinquième, on mettra du Guillemsa dilué au dixième. Et les 3 derniers bacs serviront au rinçage des lames en utilisant de l'eau tamponnée. Bon, l'eau tamponnée est une eau qui va permettre de garder le pH constant. Pour résumer, pour la fixation, on trempe la lame du frottis dans de l'éthanol pur pendant 1 seconde et on répète l'opération 5 fois. Ensuite, on trempe la lame dans le May-Grunwald pur et cette fois on laisse agir 3 minutes. Une fois écoulé, on trempe la lame dans le May-Grunwald qui cette fois est dilué à 50% et on laisse agir encore 3 minutes. On passe ensuite au quatrième bac qui contient le Guillemsa où on laissera agir 3 minutes également. On répète l'opération dans un autre bac contenant le même colorant, mais cette fois, il faudra laisser agir 9 minutes. On procède ensuite au rinçage. On laisse tremper la lame dans le premier bac d'eau tamponnée pendant 3 minutes. On laissera agir 3 autres minutes dans le deuxième bac et pareil pour le troisième. On laissera ensuite sécher les lames à l'air libre en position inclinée pendant au moins 5 minutes avant l'examen microscopique du frottis. Et voilà ce que donnera l'observation d'un frottis sanguin au microscope. Donc ce qu'on voit en rose, c'est les globules rouges, les hématies. Et ce qu'on voit en violet, c'est le noyau des leucocytes. Revenons à présent à la composition du sang. Il faut savoir que le plasma sanguin occupe 55% du volume total du sang, contre 45% du volume
qui est occupé par les éléments figurés du sang. On avait dit que le plasma comportait une phase liquide, à savoir le sérum, et une phase solide comportant les facteurs de coagulation, tels que la fibrine. Concernant les éléments figurés du sang, on a les hématies, les leucocytes et les plaquettes sanguines. Il faut savoir que dans 1 mm3 de sang, on trouve entre 4 et 5 millions d'hématies, contre environ 250 000 plaquettes et entre 5 000 à 10 000 globules blancs. Il existe plusieurs types de globules blancs. Et pour comprendre la différence entre ces derniers, je vous propose le schéma suivant. Si on devait comparer entre ces différents leucocytes, on dirait que les 3 premières cellules sont caractérisées par la présence de granulation dans le cytoplasme. C'est les petites vésicules qu'on voit respectivement en jaune, en violet et en bleu chez les cellules du haut. On constate aussi qu'elles ont différentes tailles, ces granulations. Celles de la première cellule sont de petite taille, celles de la deuxième sont de taille moyenne et celles de la troisième cellule sont beaucoup plus grosses. Les 2 derniers types cellulaires sont dépourvus de ces granulations. Donc, première distinction entre les différents leucocytes. Les cellules présentant des granulations dans le cytoplasme sont appelées granulocytes et les cellules qui ne possèdent pas de granulation sont appelées agranulocytes. Une autre différence observée entre ces 2 groupes est la forme du noyau. On voit clairement que chez les granulocytes, le noyau présente plusieurs lobes et ces lobes sont reliés entre eux par de fins ponts de chromatine. L'appellation polynucléaire vient du fait que les scientifiques avant ils pensaient que ces différents lobes représentaient plusieurs noyaux. Et avec l'avancée des technologies, ils ont fini par comprendre que ces cellules n'avaient pas plusieurs noyaux, mais que leur unique noyau présentait plusieurs lobes. Chez les agranulocytes, le noyau ne présente pas de lobes. En résumé, on trouve 2 grands groupes de leucocytes. D'une part, les granulocytes, qu'on appelle aussi polynucléaires. Il en existe 3 types, là, les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles. Pour les agranulocytes, on en a 2 types, les lymphocytes et les monocytes. Les neutrophiles sont les cellules les plus présentes dans le sang. Juste après, on a les lymphocytes, les monocytes et en dernier, les éosinophiles et les basophiles. La mesure du nombre et le calcul des pourcentages de chaque type de globule blanc, c'est-à-dire l'étude du différentiel leucocytaire, permet de cerner plus précisément les causes d'une augmentation ou d'une diminution du nombre des globules blancs, en indiquant précisément la lignée des cellules impliquées. Ces informations renseignent sur l'état du système immunitaire. Revenons au sang. Pulsé par le cœur et circulant dans les vaisseaux à travers l'organisme, le sang joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions vitales. Le sang transporte l'oxygène et les nutriments. Le sang transporte l'oxygène et les nutriments, tels que les sucres, les sels minéraux, les vitamines, etc., qui sont indispensables à la vie de nos cellules. En retour, il évacue les déchets vers les organes d'élimination, comme les reins ou les poumons, dans le cas du gaz carbonique par exemple. Il joue également un rôle central dans la défense de l'organisme contre les agents pathogènes et en cas de blessure, il assure lui-même la réparation de ses vaisseaux sanguins grâce au processus de coagulation. Le sang véhicule aussi des messagers chimiques qu'on appelle hormones qui sont essentiels à la régulation et au bon fonctionnement de l'organisme. Le volume total du sang circulant dans l'organisme représente 7 à 8% du poids total de l'individu. Chez l'homme, ce volume est de 75 ml par kilo contre 66 ml par kilo chez la femme. On avait dit que le sang comportait le plasma
et les éléments figurés du sang. Le plasma est le composant liquide du sang dans lequel les cellules sanguines sont en suspension. Il constitue 55% du volume total du sang et son extraction est effectuée par simple centrifugation. Il est de couleur jaune et coagule à l'air libre, dû à la présence des facteurs de coagulation tels que la fibrine. Il est composé à 90% d'eau, mais contient aussi une grande quantité de solutés. On trouve des sels minéraux tels que le fer, le zinc, le cuivre, etc. On trouve des glucides, des lipides tels que le cholestérol et des protéines telles que l'albumine, qui est une protéine principale du plasma humain et qui est produite par le foie. Dans les éléments figurés du sang, on trouve les hématies ou les érythrocytes. Il faut savoir que ce sont des cellules anucléées, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent pas de noyau. Ce sont des cellules qui contiennent de l'hémoglobine, qui est une protéine dont le rôle est de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus et de transporter le dioxyde de carbone des tissus vers les poumons afin d'assurer le cycle de respiration cellulaire. Un globule rouge est une cellule biconcave. Cette forme est la morphologie la plus apte à la déformabilité. Grâce à cette forme, les hématies passent sans problème dans les capillaires sanguins les plus fins. Ils sont synthétisés comme toutes les cellules sanguines au niveau de la moelle osseuse. À noter que chez les embryons, c'est-à-dire lors des premières semaines d'une grossesse, les hématies sont nucléées, c'est-à-dire qu'elles présentent à ce stade un noyau. Voici l'aspect que présentent les hématies au microscope photonique. Ce qu'on voit au centre, c'est un leucocyte. Les leucocytes sont des cellules nucléées du système immunitaire et qui voyagent temporairement dans le sang. Elles migrent du sang vers les tissus pour assurer leur défense. Tout comme les hématies, les leucocytes sont fabriqués dans la moelle osseuse. Dans le cas d'un taux élevé de leucocytes, on parle de leucocytose, qui peut traduire une infection, une intoxication et même une leucémie. Si le taux des leucocytes est bas, on parle de leucopénie. Certaines infections et anémies peuvent avoir cet effet de baisse du taux de leucocytes et dans ces cas, le sujet présente un risque élevé d'infection. On avait vu plusieurs types de leucocytes qu'on avait divisés en deux groupes, les granulocytes et les agranulocytes. Le premier type de granulocytes, présentant de petites ou fines granulations dans le cytoplasme, est appelé neutrophile. On avait dit que les granulocytes présentaient un noyau comportant plusieurs lobes. Chez les neutrophiles, le noyau comprend 3 lobes dans le cas d'un neutrophile qui est jeune. En revanche, chez un neutrophile adulte, on trouvera un noyau qui présente 5 lobes. Les neutrophiles jouent un rôle identique à ceux des macrophages. Ils ont un rôle primordial de phagocytose lorsqu'ils rencontrent une cellule étrangère ou infectée. Grâce à leurs enzymes hydrolytiques, les neutrophiles sont également capables de détruire certains champignons par exemple. On trouve aussi dans le groupe des granulocytes les éosinophiles. Ce sont des cellules qui présentent des granulations dans le cytoplasme de taille moyenne et dont le noyau présente 2 lobes. On dit que le noyau est bilobé. Ce sont des cellules qui ont la capacité de détruire les complexes antigènes-anticorps. Et grâce à leurs granulations qui contiennent des substances toxiques pour les parasites, les éosinophiles jouent un rôle important dans la défense contre les parasites extracellulaires. En effet, les éosinophiles se fixent à la surface des parasites et déversent dessus le contenu de leur granulation, ce qui va permettre de détruire ces parasites. Le troisième type de granulocyte est le basophile, qui est caractérisé par la présence de grosses granulations dans le cytoplasme qui masquent d'ailleurs le noyau. Sur cette photo, il est à peine visible,
mais sachez que c'est un noyau qui présente deux lobes. On dira qu'il est bilobé et qu'il a une forme de fer à cheval. Voici une observation qui a été faite avec un autre type de microscope qui montre cette forme en fer à cheval du noyau du basophile. Ces cellules jouent un rôle important dans la synthèse d'histamine et d'héparine. Ce sont des molécules qui servent à empêcher la coagulation dans les vaisseaux sanguins, mais qui aident aussi à augmenter la perméabilité des capillaires sanguins pour faciliter le passage des cellules immunitaires dans les différents tissus. Dans le groupe des agranulocytes, on trouve les monocytes. Pour faire la différence entre un monocyte jeune et un monocyte adulte, on se référera à la forme du noyau. Chez le monocyte jeune, le noyau a une forme arrondie. Et chez le monocyte adulte, le noyau est réniforme, c'est-à-dire qu'il a la forme d'un rein. Et il est aussi excentrique, c'est-à-dire qu'il n'est pas au centre de la cellule, mais un peu sur le côté. Dans les tissus conjonctifs irrités, les monocytes se différencient en macrophages. Les monocytes jouent un rôle de défense contre les parasites intracellulaires qu'ils détruisent par phagocytose. De plus, ils sont également spécialisés dans le nettoyage des cellules vieillissantes. En dernier, on a les lymphocytes qui présentent un noyau parfaitement arrondi. Il existe plusieurs types de lymphocytes. On a par exemple les lymphocytes B qui sont responsables de la synthèse d'anticorps, ou aussi les lymphocytes T qui sont responsables de l'immunité dite cellulaire, car ils ont la capacité de détruire les cellules reconnues comme étant infectées.